Bonjour à tous. Suite à la dernière vidéo, nous allons maintenant parler de la langue comme outil de conception, de réflexion et de communication. Je vais donc devoir ici devenir un peu plus technique, mais je pense que les considérations que je vais développer dans ce chapitre sont essentielles pour comprendre la suite. J'ai détaillé tout ça dans les livres que j'ai publiés et ceux qui voudront approfondir ce chapitre pourront les consulter et y trouver tous les exemples qui illustrent mes propos. Qu'il s'agisse de communication scientifique ou de tout autre domaine, il semble qu'il existe deux conceptions de base de la langue. La première, celle qui semble prévaloir à l'heure actuelle, considère que le langage est purement un code de communication et que, en tant que tel, il peut être intégralement transformé en un autre code par la traduction. Dans ce modèle, toute modification incontrôlée du code, c'est-à-dire violation des règles, vocabulaire mal utilisé ou introduction de mots appartenant à d'autres codes, entraîne une perte d'expressivité. À condition que ce code permette au locuteur de s'exprimer dans toutes les situations qu'il peut potentiellement imaginer, il n'existe pas qualitativement de différence sémantique d'un code ou d'un langage par rapport à l'autre, quelle que soit la grammaire. Si j'écris la phrase suivante en chinois, que je ne vais pas me hasarder à prononcer, je ne parle pas le chinois, je parle un peu japonais, mais le chinois est tout à fait différent. Bon. Donc, si je me concentre sur cette phrase, elle se traduit mot à mot en français par « moi, pas craindre lui ». La forme française « je ne le crains pas » n'est pas différente sémantiquement de la forme chinoise, dans la mesure où la même information est véhiculée. Dans ce modèle, toutes les langues seraient équivalentes et ne conféreraient rien de particulier à leur locuteur par rapport aux autres. Ce concept est parfaitement cohérent avec l'attitude de ceux qui pilotent le phénomène de mondialisation. Il implique que l'instauration d'une seule et unique langue à l'échelle de la planète n'introduirait pas de différence sensible qualitativement et quantitativement par rapport à la situation présente en ce qui concerne l'information qui pourrait être ainsi produite, mais qu'elle entraînerait une fantastique économie de moyens. Pour ses partisans, l'instauration d'une langue unique serait une bénédiction à plus d'un titre, car elle permettrait à tout le monde de se comprendre et ainsi d'aplanir les dissensions et les malentendus. Au niveau de la Commission européenne, et comme nous l'avons déjà vu, il existe de très fortes pressions pour faire la promotion d'une langue européenne unique, qui est généralement identifiée comme étant l'anglais, ou plutôt, devrais-je dire, l'espéranglais. Aux États-Unis, le Conseil des relations extérieures, Council on Foreign Relations, fut, dès sa création en 1921, un très chaud partisan de la mondialisation, très réceptif à l'instauration d'un gouvernement mondial et d'une langue internationale unique qui, par le plus grand des hasards, serait l'anglais. Les langues nationales et régionales furent associées au nationalisme considéré indésirable, dangereux et archaïque. Curieusement, certains membres des organisations francophones qui ont pour raison sociale de faire la promotion de la langue française semblent partager ce point de vue. Le Belge Jean-Marie Klickenberg, qui fut au Conseil international de la langue française il y a une vingtaine d'années, déclara, lors d'un colloque auquel je participais, que le français, au même titre que d'autres langues, n'apportait ni plus ni moins que l'anglais ou tout autre idiome considéré comme véhiculaire. Pourquoi à ce moment-là continuer un combat d'arrière-garde en faisant la promotion du français? On peut se le demander, en effet. Cependant, trois remarques s'imposent. Tout d'abord, il est extrêmement curieux que les tenants de cette thèse des langues équivalentes ne se soient pas rangés parmi les promoteurs de l'espéranto, une langue qui a été spécialement conçue pour la communication internationale et qui se maîtrise entre 8 et 10 fois moins de temps d'études que les langues naturelles dont l'apprentissage est considéré comme étant facile. Facile entre guillemets.
Une langue internationale doit être simple, régulière et logique, mais encore riche et dotée de possibilités créatrices. Pour les tenants des langues naturelles équivalentes et neutres, il ne devrait exister aucun argument sérieux pour refuser une langue artificielle, synthétisée pour les besoins de la communication internationale et pour être maîtrisée très rapidement, d'autant plus qu'une langue nationale qui commence à être utilisée en dehors de ses frontières perd rapidement sa richesse et ne se compare que défavorablement à une langue artificielle. Il s'agit ici d'une langue seconde, mais qui n'appartient à aucune nation en particulier. L'anglais est souvent dans cette situation, plus particulièrement en Asie, où il est devenu un véritable pidgin, c'est-à-dire une langue qui utilise simultanément des éléments de deux langues différentes dans un souci de communiquer, mais qui n'a aucune structure formelle. D'autre part, ces tenants des langues naturelles équivalentes et neutres encouragent dans une large mesure les emprunts étrangers, entraînant ainsi un mélange des idiomes qui aboutit nécessairement à une distorsion des significations et à un pidgin qui n'a même pas le mérite d'être un créole, puisqu'il n'est la langue de personne en particulier, le pidgin étant proche du sabir qui ne peut assurer qu'une communication de niveau élémentaire. De plus, ce groupe de gens qui considèrent que toutes les langues se valent se confond souvent avec celui des partisans des réformes orthographiques en argumentant qu'elles simplifient l'apprentissage de la langue à la fois par les natifs et par les étrangers, tout en encourageant l'adoption et l'utilisation de mots étrangers dont l'orthographe n'est souvent pas du tout phonétique, comme c'est le cas pour les mots anglais. Ces attitudes sont totalement incohérentes avec les buts qui sont prétendument recherchés. Je dois ici faire une remarque. Comme chacun sait, le discours, qu'il soit oral ou écrit, consiste en une succession de mots. Pour que cela ait un sens, il faut structurer cette séquence de mots avec des règles syntaxiques et grammaticales. C'est exactement la même chose avec un langage de programmation. Ces règles doivent être partagées par tous les utilisateurs de la langue. Sinon, le discours est incompréhensible et dénué de sens. Les discours dénonçant les contraintes de la grammaire sont absurdes, car syntaxe et grammaire sont véritablement les codes qui permettent de donner un sens à une séquence de mots. Il est clair que toute réforme de la grammaire doit aboutir à un niveau d'expression au moins égal et préférablement supérieur à ce que l'on avait avant la réforme. Toute réforme de l'orthographe, de la grammaire ou de la syntaxe qui aboutit à des formes lourdes, à des confusions d'interprétation, à une perte d'expressivité, à un rétrécissement des possibilités offertes par la langue est à proscrire. J'en viens maintenant à la deuxième conception de la langue, qui la présente comme étant plus qu'un code, mais une représentation particulière de la réalité. Par exemple, une traduction n'est jamais parfaite. L'effort de traduction consiste à choisir les structures et les mots qui reflètent au plus près le sens original. Cette autre conception implique que, premièrement, ce qui est dit ne peut jamais être complètement séparé de la manière dont c'est dit. Deuxièmement, que le langage est formé par la culture et que l'expression de cette culture est le langage lui-même. Troisièmement, qu'il est impossible de distinguer la frontière entre la pensée et le codage de cette pensée par des mots. Quatrièmement, que ce qui est exprimable dans une langue ne l'est forcément pas dans une autre, tout au moins pas de la même manière. Et cinquièmement, que les vues de chacun sont modelées et modulées par le langage. La simple observation nous montre que la langue s'accompagne d'une certaine codification gestuelle qui va de pair avec un certain comportement. Nous observons à la télévision japonaise ou allemande que dans les débats, par exemple, les gens s'interrompent moins qu'à la télévision de langue française. Dans le cas du japonais, et dans une moindre mesure en allemand, le verbe étant à la fin de la phrase, il faut généralement en attendre la fin pour la comprendre. La différence de comportement n'est pas due à une différence de culture, mais à une différence technique de nature linguistique.
Le langage est l'expression symbolique de la réalité, mais cette réalité est-elle la même pour tous? Si les langues étaient équivalentes, tout serait traduisible. Or, nous savons qu'il est impossible, en général, de traduire les calembours, la plupart des plaisanteries et des jeux de mots. C'est également le cas pour les poésies et les paroles de chansons, comme on le constate dans la plupart des films étrangers, car elles ne sont pas traduites la plupart du temps. On sait aussi qu'un film est toujours meilleur dans sa version originale, à condition, bien sûr, de pouvoir la comprendre. Au-delà de ces observations que tout le monde peut faire, on remarque que les champs sémantiques, c'est-à-dire les champs des significations, des mots du dictionnaire, ne se recouvrent que très partiellement d'une langue à l'autre. C'est pourquoi les dictionnaires bilingues donnent presque toujours plusieurs définitions d'un mot étranger. Bien sûr, une table ou un couteau aura, en général, un seul équivalent dans une autre langue. Toutefois, si à titre d'exemple on veut traduire le mot anglais « feeling » en français, il signifiera, selon le contexte, sensation, pressentiment ou encore sentiment. Le verbe « to achieve », qui, soit dit en passant, vient du français « achever », signifiera en anglais « accomplir »,« réaliser » ou « atteindre ». En fait, il suffit d'ouvrir n'importe quel dictionnaire bilingue dans n'importe quel couple de langues pour s'en convaincre. À chaque mot de la langue A correspond plusieurs mots de la langue B, et à chaque mot de la langue B correspond plusieurs mots de la langue A. Le choix du mot pertinent dépend éminemment du contexte. Nul n'a donc besoin de faire de la linguistique de haut niveau pour se rendre compte qu'au seul niveau lexical, une langue correspond en fait à un découpage mental particulier de la réalité. Il est donc facile de voir là l'ébauche de sérieuses différences de perception. Toutefois, cela va beaucoup plus loin, comme nous allons le voir. Le simple fait que la langue chinoise classique n'ait pas possédé l'équivalent sémantique du verbe « être » a eu pour résultat que la pensée philosophique chinoise a peu de relation avec la philosophie occidentale, qui s'est d'abord conçue, de Platon à Heidegger, comme une spéculation sur l'être. Sans aller jusqu'au Hopi, une langue indienne du sud-ouest des États-Unis, qui n'utilise pas de temps, on peut par exemple constater que dans une langue comme l'anglais, l'adjectif se place systématiquement avant le nom qu'il qualifie, entraînant ainsi une perception des apparences avant celle de la nature de l'objet décrit, ce qui n'est pas sans influer, bien entendu, sur le comportement et le système de valeurs des peuples anglophones. Au début de mon séjour au Vietnam, j'étais étonné que les gens me demandent souvent mon âge, car il leur fallait cette indication pour déterminer la manière dont ils devaient s'adresser à moi, car en vietnamien, la connaissance du statut de l'interlocuteur est nécessaire pour que les règles d'usage soient respectées, alors que, en français, nous n'avons que deux manières de s'adresser à quelqu'un. On le tutoie ou on le vouvoie, et en anglais, c'est encore plus simple, ou plutôt davantage simplifié. Ce qui paraît être une considération négligeable pour nous, ne l'est pas dans d'autres langues, selon une codification spéciale dont on doit tenir compte. Le champ sémantique des mots représentant des abstractions est très dépendant de la langue. Il y a très peu de concepts abstraits qui sont partagés exactement de la même manière par des cultures différentes. Le problème de trouver des équivalents n'est pas un problème de mots, mais de structures conceptuelles différentes. Bien entendu, les champs sémantiques dépendent aussi des contextes. En traduction, lexique et syntaxe sont souvent insuffisants. Il suffit en fait d'examiner les erreurs d'interprétation successives apportées par les traductions pour réaliser l'ampleur des différences de perception que l'emploi de langues différentes entraîne. Par exemple, la Bible fut tout d'abord traduite en grec ancien, puis en latin, puis en français. Cette Bible française retraduite en hébreu n'a plus du tout la même signification. Un autre exemple nous est offert par les articles de l'ONU qui ne devraient pas prêter à confusion, que ce soit dans leur version officielle française ou anglaise. Or, selon que l'on prend l'une ou l'autre version, les interprétations sont souvent, hélas, très différentes. Cela arrange d'ailleurs très souvent les politiques menées par certains pays.
Bien sûr, les traductions dépendent fortement des imprégnations culturelles de chaque traducteur. Il s'agit souvent d'interférences affectives et psychosociologiques, mais au-delà d'une difficulté structurelle pour recouler une expression dans le nouveau moule fourni par une langue différente. Ce sont les locuteurs qui ont des représentations mentales spécifiques, qui ont codifié leur langue pour qu'elle reflète cet état de fait. Et cette langue engendre en retour, par une boucle rétroactive, des représentations mentales spécifiques. La langue va donc façonner la manière d'aborder un problème, quel qu'il soit, ainsi que la manière de s'exprimer et d'interagir avec les autres locuteurs. Ce processus sera différent pour chaque langue, bien entendu. Le langage est une traduction symbolique de la réalité, mais la réalité, telle que nous la percevons, est pour une large part inconsciemment fondée sur nos habitudes linguistiques, et en particulier sur une classification du monde sensible qui nous est suggérée par notre langue. Mieux encore, une réalité ne nous paraît vraiment réelle que si elle porte un nom. Enfin, substitut de l'action, le langage est lui-même une forme d'action. Les fonctions du langage ne se limitent pas, comme sont souvent tentés de le croire les linguistes naïfs, aux seules fonctions de la communication dans le sens étroit de ce terme. C'est ainsi que le langage va bien au-delà du simple code de communication tel qu'on pourrait l'envisager dans le contexte informatique, par exemple. Le langage est à la fois un système référentiel et un système expressif dont aucun n'aurait pu atteindre son développement actuel sans l'action exercée par l'autre. Le langage joue donc un rôle important dans des situations n'ayant aucun rapport avec les problèmes de communication, comme la pensée individuelle, qui n'est guère possible sous une forme soutenue sans ce dernier. Il s'agit là rien de moins que l'association que nous pouvons faire entre langue et créativité. Langue et créativité, la relation est posée ici, et elle n'est pas une simple hypothèse, car nous verrons par la suite qu'elle existe bel et bien, à travers de nombreux exemples dont je donnerai quelques échantillons un petit peu plus tard. L'examen détaillé des composants d'une langue est très révélateur. Les langues diffèrent considérablement quant à la nature de leur vocabulaire, qui reflète l'environnement physique, comme plantes, animaux, etc., et les conditions d'existence des peuples qui les parlent, activités agricoles, pêche, industrie par exemple, industrie spécifique. Des distinctions qui nous paraissent inévitables peuvent être totalement inconnues dans d'autres langues. Réciproquement, ces langues peuvent attacher une grande importance à des distinctions presque inintelligibles pour nous, reflétant ainsi un type de culture totalement différent du nôtre. Le cadre d'une langue donnée est un système complet de références quantitatives ou encore l'équivalent d'un ensemble d'axes de coordonnées comme en géométrie analytique, c'est-à-dire un système complet de références pour tous les points de l'espace correspondants. Cette analogie mathématique n'est pas le moins du monde fantaisiste, comme il semblerait à première vue. Passer d'une langue à une autre équivaut, sur le plan psychologique, à passer d'un système géométrique de référence à un autre. Le monde des points géométriques est le même dans les deux systèmes de référence, mais la méthode formelle par laquelle on aborde l'élément d'expérience que l'on cherche à exprimer, ou le point donné de l'espace, est si différente qu'on éprouve un sentiment d'orientation totalement différent dans les deux langues. Si les référentiels qu'une autre langue nous offre sont différents de ceux de notre langue maternelle, elle permet de voir les choses de manière non seulement différente, mais peut-être aussi de voir des choses qui demeurent invisibles dans la nôtre. Il s'ensuit naturellement qu'une langue peut prédisposer naturellement son locuteur pour certaines études et certains types de travaux. L'étude linguistique nous fait prendre conscience de la relativité de la forme de pensée et en cela, elle accomplit une œuvre d'affranchissement, car ce qui enchaîne la pensée et paralyse l'esprit est toujours l'adhésion obstinée aux vérités jamais remises en question, c'est-à-dire au dogme. Le langage conditionne en réalité puissamment toute notre pensée sur les problèmes et les processus sociaux. Les hommes ne vivent pas seulement dans le monde objectif, ni dans celui de l'activité sociale dans le sens ordinaire de cette expression,
mais ils sont soumis, dans une large mesure, aux exigences de la langue particulière qui est devenue le moyen d'expression de leur société. Il est tout à fait inexact de croire que, pour l'essentiel, on entre en contact avec la réalité sans le secours du langage, et que celui-ci n'est qu'un instrument d'une importance somme toute secondaire qui nous permet de résoudre des problèmes spécifiques de communication ou de réflexion. En fait, le monde réel est, pour une large part, inconsciemment fondé sur les habitudes linguistiques du groupe. Il n'existe pas deux langues suffisamment similaires pour que l'on puisse les considérer comme représentant la même réalité sociale. Les mondes dans lesquels vivent les différentes sociétés sont des mondes distincts et non pas seulement le même monde sous des étiquettes différentes. Les structures imaginaires, les relations susceptibles d'être établies entre les mots, suivant une syntaxe précise, atteindront une richesse considérable dont la conscience concrète était incapable, celle basée sur les images et que nous partageons avec les mammifères supérieurs, les chiens, les chats. Les automatismes qui peuvent résulter de ces associations langagières demeureront le plus souvent dans le domaine de l'inconscient. Depuis la naissance, dans le système nerveux humain, vont ainsi s'établir des structures inconscientes liées au langage, et l'inconscient est alors constitué par ces structures abstraites superposées. C'est par le langage que l'individu s'incorpore le monde social et s'y intègre. Il est illusoire d'imaginer que l'adaptation des individus au réel puisse se faire sans l'usage fondamental du langage, et que le langage n'est qu'un moyen de communication et de réflexion. Ce monde est rendu signifiant ou non signifiant par les structurations réalisées par l'apport ou le manque, la richesse ou la pauvreté, le caractère abstrait ou concret du langage. Nous découvrons la nature selon les lignes établies par notre langue. Les catégories et les types que nous isolons dans le monde physique ne s'y trouvent nullement. Bien au contraire, le monde se présente comme un flux kaléidoscopique d'impressions qui doivent être organisées par notre esprit, c'est-à-dire essentiellement par nos systèmes linguistiques. Si nous sommes en mesure de découper la nature, de l'organiser en concepts auxquels nous attribuons des significations, c'est en grande partie parce que nous avons donné notre accord à une organisation de ce type, accord qui constitue notre communauté de parole et qui est codifié dans les structures de notre langue. Il s'agit naturellement d'un accord implicite et non formulé, mais dont les termes sont absolument contraignants. En fait, il nous est impossible de parler sans souscrire à ce mode d'organisation et de classification. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la relation existante entre langage et créativité scientifique. Bonne fin de journée à tous.